Bon, si on va passer à la dernière communication et que je vais prendre en charge parce que mon docteur Bernadeschi n'a pas pu être libre aujourd'hui. Où est-ce qu'elle est la communication? C'est laquelle vous l'avez? C'est celle qui est sur le... Oui. Non, c'est pas Guillaume. Non, c'était pas ça. C'était voilà, la dernière. Bon. Bien. Alors, on va en dernier exposé parler de la chirurgie fonctionnelle de ces tumeurs de la base du crâne, parce que durant les 20 dernières années, les concepts ont totalement changé, comme l'a expliqué en partie Vincent Darouzet. Et on voit d'ailleurs aux questions posées où les indications sont plus dépendantes du volume de la tumeur, de sa nature, que en fait, des symptômes. Et dans la décision, y a-t-il un moyen de soulager le patient qui arrive avec des symptômes invalidants, la chirurgie garde toute sa place. Alors, pourquoi? Parce que ces lésions prises dans la base du crâne ont à la fois des effets sensoriels sur l'audition et l'équilibre à travers la cochlée et les canaux semi-circulaires, sur le nerf facial dans tout son trajet pétreux et dans son trajet dans l'angle pontocérébelleux, ont vers le bas l'atteinte des nerfs mixtes et des nerfs sympathiques, et en avant la carotide interne et en arrière la jugulaire interne. Donc les tumeurs vont être symptomatiques quand elles vont agresser l'un de ces différents compartiments, et c'est là où il sera nécessaire de pouvoir apprécier qu'est-ce qu'on peut apporter par l'exérèse de cette tumeur. Doit-elle être envisagée en totalité? Doit-elle être partielle? Et si elle est partielle, qu'est-ce que ça signifie? Et existe-t-il une nécessité d'un traitement adjuvant associé, complémentaire? Alors, on a vu les différentes, comment ça se propage. Toutes ces tumeurs vont aller autour de la cochlée du vestibule à travers des travées cellulaires qui leur permettent de s'étendre. On voit que les paragangliomes sont des tumeurs vasculaires qui vont arriver à détruire toutes ces travées. Les tumeurs du sac endolymphatique sont des tumeurs qui sont très difficiles à délimiter parce qu'elles ont des composantes kystiques. Elles sont très hémorragiques dans leur noyau tumoral et s'entourent de zones kystiques qu'on a du mal à contrôler. D'autre part, elles atteignent très souvent le facial en intrapétreux, en partie dans la portion mastoïdienne, par soit des compressions, soit éventuellement par une dévascularisation. La position intradurale pose des problèmes puisque ça va comprimer les nerfs mixtes. Et là, il y a une très grande difficulté. On pensait que initialement, on pouvait soit suivre les nerfs mixtes de la base de la partie cervicale jusqu'à la partie endocrânienne, ou l'inverse. Mais il y a un moment où ces nerfs se mélangent dans la ponévrose de la base du crâne, et il était excessivement difficile de pouvoir les suivre dans leur intégrité. Enfin, dans l'oreille moyenne, eh bien, les voies d'accès sont à travers le bas de la caisse du tympan, vous avez vu ces tumeurs, en particulier les paragangliomes, où elles peuvent remonter jusque dans le conduit auditif externe, entraînant des sténoses, voire des suppurations chroniques. Alors, l'évolution des techniques chirurgicales s'est faite d'abord à travers un chirurgien otologiste, Hugo Fisch, qui était à Zurich, et pour deux raisons. D'une part, l'exérèse initiale neurochirurgicale par un abord intradural ne permettait pas de traiter ces tumeurs. Alors à Zurich, à 2 étages, il y avait une équipe neurochirurgicale de Yazarguil remarquable et un otologiste, Hugo Fisch, remarquable. Bon, l'un et l'autre avaient des caractères tellement dominants qu'ils s'entendaient guère, si bien que Fisch est arrivé à systématiser ce qu'il appelle les voies infratemporales, qui sont en fait comment enlever ces tumeurs sans jamais rentrer dans la dure mer pour ne pas être obligé d'appeler le neurochirurgien qui était à l'étage au-dessus. Et après, même faisant des exérèses en 2 temps, c'est-à-dire que lui enlevait la partie extradurale, attendait, et puis la partie intradurale était confiée à l'étage suivant, et Yazarguil s'en occupait. Alors, cette chirurgie a été possible et a été la proposition de faire des exérèses totales, quels que soient les dégâts qui pouvaient être entraînés. Ça a été possible grâce à l'embolisation,
Ça a été possible grâce au contrôle de la carotide interne. On avait fait d'ailleurs au tout début, à la fin des années 80, avec mon père et Édouard Kiffer, des résections pontage de la carotide interne pour des anévrismes sous la base du crâne. Les occlusions endovasculaires, j'en ai un mauvais souvenir et je n'ai pas été jusqu'au stade parce que je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là et que le sacrifice ou le geste sur la carotide, c'est qu'on va déjà trop loin compte tenu de l'arrivée des traitements par irradiation et en particulier par l'irradiation du gamma knife. Alors les monitorages péropératoires du nerf facial, de l'audition et des nerfs mixtes ont été un progrès fantastique, si bien qu'on a même à notre disposition aujourd'hui des fraises qui sont sur le moniteur du nerf facial qui nous permettent d'aller au plus près du nerf facial sans avoir à ouvrir le canal de Fallope. Et enfin, la navigation assistée par ordinateur qui a, pour ceux qui aiment la voile, ça dérive tout de même un peu. Et il faut toujours relever le cap et on a un appareil qu'on essaye de mettre au point qui nous permet de remettre le cap. Mais j'avoue que sur des espaces qui sont profonds, pour lesquels on a peu de repères pour recaler la navigation, il faut accepter une certaine dérive. Alors, les alternatives, c'est l'irradiation, et l'irradiation, comme l'a bien expliqué Jean-Jacques Masseron, en particulier ciblée sur stéréotaxique. Alors, on est passé de deux étapes qui sont la nécessité de faire et l'imposition de faire des chirurgies avec exérèse totale, quels que soient les problèmes engendrés, avec une chirurgie plutôt fonctionnelle. Alors l'autre, à l'autre extrémité en bas, c'est la radiothérapie exclusive, mais avec, bien que pour Jean-Jacques, ce ne soit pas très grave d'avoir que 45 séances, c'est tout de même une irradiation, et les malades, quand on les revoit, bon, nous on a le souvenir de tous nos malades qu'on a fait irradier, c'est beaucoup mieux, mais c'est tout de même pas une bagatelle. Enfin, on en arrive à deux concepts. La chirurgie fonctionnelle, c'est-à-dire s'adapter à traiter les symptômes qui amènent le patient et qui l'empoisonnent, en particulier cet acouphène pulsatile dans les paragangliomes, en particulier les troubles de l'équilibre, quelle que soit la tumeur. Et avec l'autre évolution, c'est les chimiothérapies ciblées, avec des chirurgies de décompression. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, et c'est ce qu'on fait par exemple dans la NF2, pour préserver l'audition, de décomprimer en reprenant des vieilles voix d'abord qui avaient été décrites il y a 20 ans ou 30 ans, et de le faire là avec navigation et avec une sécurité augmentée, permettre à la tumeur de s'étendre et au nerf auditif de garder sa fonction plus longtemps. Alors, dans les questions qu'on se pose, c'est est-ce que ça a modifié les voix d'abord? Oui. On n'est plus à faire des voix qui sont plus invalidantes. Est-ce qu'on a besoin d'une exérèse totale? Si elle est raisonnable, et sinon, il faut faire une exérèse subtotale. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Combien faut-il en laisser? Est-ce que c'est une simple biopsie ou est-ce que c'est vraiment un geste efficace? Pour la dure-mère, faut-il faire tout en un temps ou se faire en deux temps? Je pense que c'est plus raisonnable de le faire en deux temps parce que la plastidurale, on ne peut pas faire de plastidurale au niveau du rocher et les fuites ne sont pas rares. Et enfin, quelle est la place des traitements alternatifs? Alors, pour les schwannomes vestibulaires, en fait, la question qui se pose, c'est souvent la tumeur qu'on va opérer est assez grosse. Alors, on va l'opérer parce qu'il y a une grosse tumeur qui vient comprimer le tronc cérébral. Mais on sait que la question, c'est éviter à tout prix d'avoir une paralysie faciale, car si le patient du premier neurinome a une paralysie faciale, on est bloqué pour le traitement de l'autre côté. Le risque d'une diplégie faciale est quelque chose considérable comme séquelle. Donc on va avoir une tendance aujourd'hui à essayer de ne pas dégrader la qualité de la vie le plus longtemps possible, et lorsque la tumeur fait courir un risque, d'en faire une résection subtotale guidée par les différents monitorages. Alors, cette expérience vient de ce qu'on a fait sur les neurinomes sporadiques. Voilà l'expérience qu'on avait sur les 16 premières années. Vous l'avez opéré avec Alain Ray, puis avec Michel Calamariès qui a participé à ça puisqu'il était interne en 91 dans le service. On voit qu'une fonction faciale préservée qui est grade 1 et grade 2 s'obtenait dans 78% des cas, quel que soit le volume, bien sûr volume dépendant, et que si on regardait les trois périodes
qu'on avait séparés par 300 tumeurs, eh bien, l'équipe s'était améliorée au fur et à mesure du temps, ce qui est plutôt rassurant. Mais ça nous a amené sur les patients suivants d'analyser quels étaient les risques qu'on retrouvait dans cette chirurgie et qui venaient d'une part du volume, mais aussi de l'adhérence au nerf facial. Et là, où a changé notre attitude, c'est ne plus s'attacher à vouloir absolument enlever toute la tumeur, mais à laisser un reliquat tumoral sur le nerf, quel que soit Et là, on est guidé par le monitoring qui nous permet de savoir si le nerf facial perd de ce bloc lors de stimulation supraliminaire. Alors, qu'est-ce que c'est que je ne sais pas si ça marche, pas, on va gagner un peu de temps. Ça marche pas. Directement sur le fichier. Oh, bon, ça va être trop compliqué. Oui. Bon, on va passer à autre chose. Donc, laisser un petit peu de tumeur, voilà ce que c'est. Voici une tumeur qui est une tumeur qui est de stade 3, et voici le reliquat tumoral un an après. Est-ce que ce reliquat tumoral va repousser ? En fait, on le sait 5 ans plus tard. Les reprises évolutives, c'est comme si on sidérait la tumeur. Pendant un certain temps, on va voir rien ou quelque chose, et ça peut reprendre comme ne pas reprendre. Mais si ça reprend à ce moment-là sur un rythme assez rapide. Et c'est là où le Gamma Knife nous sauve la mise, parce que à ce moment-là, c'est une très bonne indication pour l'irradier. On n'est pas obligé de le faire de principe, d'être proactif, mais il faut, de façon opposée, les surveiller de façon très prolongée. Là est une autre de l'autre côté, c'est une forme où il a été laissé un petit noyau nodulaire. Celui-là, il va évoluer. Il y a beaucoup de chances, il n'est pas en lame sur le nerf facial. C'est un nodule qui a été laissé parce que c'est au niveau de la partie supérieure du facial où il y a vraiment une énorme adhérence. Si on essaie d'enlever, il y aura obligatoirement une paralysie faciale avec séquelles, et il vaut mieux le laisser, et dès qu'il donne des signes de croissance, envisager une irradiation par Gamma Knife. Qu'est-ce qu'on a pu faire avec cette technique ? Vous voyez qu'avec les grades 1 en bleu et grade 2 en rouge, on arrive presque à 90% de patients qui n'ont pas de paralysie faciale à 1 an. C'est déjà un progrès. Il y a encore plus de 10% de patients qui ont de paralysie faciale, c'est trop, et on s'attache pour arriver à résoudre ce problème. Alors, la voie, juste refaire un petit mot sur la voie infratemporale qu'a décrite Fisch, qui a été la façon dont ça a été bouleversé l'abord de ces tumeurs, et qui était radicale puisque le nerf facial était complètement dérouté. Le fait de dérouter le nerf facial entraînait obligatoirement une paralysie faciale post-opératoire partielle, mais avec souvent des réactions spastiques, c'est-à-dire que ce n'était pas très gracieux. Alors là, est-ce qu'on peut faire autrement ? Eh bien, on peut faire autrement. Et dans les tumeurs qui sont moyennes et qui vont jusqu'à la carotide interne sans l'envahir, ou si on planifie de ne faire qu'une résection de la partie de cette tumeur, on peut passer sous le nerf facial, dans ce qu'on appelle une voie sous-faciale et sous-labyrinthique, et à ce moment-là, pouvoir avoir accès à la tumeur avec une résection soit totale lorsque la tumeur est petite, soit partielle en laissant adhérent en avant à la carotide interne ici, et de compléter l'exérèse à ce moment-là par une irradiation. Intérêt de la faire, pas de paralysie faciale parce qu'il n'y a pas d'irritation. Intérêt aussi parce qu'on ne va pas disséquer les nerfs mixtes, donc pas d'atteinte des nerfs mixtes. Et enfin, la dernière chose, c'est que, comme l'a bien expliqué Jean-Jacques Masseron, l'irradiation marche très bien sur ces reliquats tumoraux pour lesquels on va être tranquille. Les reprises évolutives des tumeurs des parangangliomes, lorsqu'on fait une résection partielle de la partie antérieure, se voit au bout de 5 à 10 ans. Et c'est à ce moment-là où on se retrouve dans la situation initiale. Alors, voici des cas, par exemple, de sujets jeunes, 18 ans, qui avaient déjà des troubles des nerfs mixtes. Mais on a voici la tumeur que l'on voit, le bilan était négatif, c'est une forme sporadique. Et il a été opéré avec une exérèse totale sur, ici, bon là on voit la tumeur, et voici le résultat. Eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas fait de déroutation. Il a tout de même une petite atteinte auditive séquelaire de cette boîte à bord avec une petite atteinte transmissionnelle et une chute sur les fréquences aiguës, mais il n'y a aucune atteinte du nerf facial. La seule séquelle est une atteinte du 12 qui ne porte pas à conséquence.
La préservation des nerfs mixtes reste, je terminerai sans doute sur cela, un problème majeur. Cela dit, il faut le relativiser. Chez un patient de moins de 40 ans, ce n'est pas réellement un problème et il récupère très vite. En moins de 15 jours, c'est fait. Et on peut associer une thyroplastie pour corriger la position de la corde vocale si celle-ci est en position latérale. Entre 40 et 60 ans, il faut se méfier parce qu'on peut être amené à faire une gastrostomie pour éviter d'avoir des pneumopathies de déglutition. Et au-delà de 60 ans, il faut faire très attention parce que si on ne prévoit pas une trachéotomie, une gastrostomie, ce qui était un peu la discussion dans les années 90 à 2000, eh bien, les complications seront importantes avec des pneumopathies à répétition. Et c'est bien chez ces patients que l'exérèse subtotale apporte la meilleure solution aux gènes et aux symptômes invalidants. Je vous remercie. Alors, on va donner la parole à Michel Calamaridès, qui a à la fois la casquette neurochirurgicale dure, mais aussi rayonnante. Commentaire. C'était juste, oui, pour parler finalement de que fait-on des reliquats tumoraux. Vous avez synthétisé la prise en charge. C'est vrai que ça fait poser pas mal de questions sur finalement, on a bien compris que la chirurgie partielle améliorait la fonction post-opératoire, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup d'écoles un peu différentes. Alors le traitement principal, on dira, c'est le Gamma Knife, mais c'est vrai que du nord de la France au sud de la France, il y a des attitudes extrêmement différentes et on a du mal à rationaliser. Donc finalement, la question qui se pose toujours, c'est qui traiter, quand et comment. Alors qui? Il y a des facteurs, et je pense que là je vous parle pour les schwannomes vestibulaires, mais c'est applicable à toutes les tumeurs qu'on a vues. Probablement, ce qui est important, c'est la vitesse de croissance pré-thérapeutique. Et c'est vrai qu'on n'y fait pas toujours attention parce que soit les patients ne sont pas surveillés, mais ça semble être un facteur important, puisqu'on sait en particulier pour les schwannomes vestibulaires que la vitesse de croissance préopératoire prédit la réponse, et plus une tumeur grossit vite, moins elle répondra, donc c'est important à intégrer. Il y a aussi des facteurs qui sont en train d'être regardés comme par exemple le KI67, les mitoses. Et dans les schwannomes vestibulaires, c'est des tumeurs bénignes, mais quand même, il y a des schwannomes qui ont des KI67, c'est-à-dire des facteurs de prolifération très augmentés et qui doivent progresser plus vite. Il y a d'autres facteurs, l'analyse de la tumeur, et c'est une question qui peut se poser, je pense, dans toutes ces tumeurs qui font partie des syndromes neurogénétiques. Quels critères de la tumeur pourraient nous aider à prédire l'évolution post-opératoire? Dans les facteurs post-opératoires, en tout cas pour les schwannomes, la localisation, et comme l'a montré Olivier Sterckers, on sait que quand il y a une localisation près du porus, il y a une vascularisation plus importante et donc un reliquat qu'on laisse peut grossir plus, à la différence d'un fragment près du tronc cérébral. Donc c'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'il y a l'anapathe, mais il y a aussi la localisation. La taille tumorale, il est clair que si on enlève quasiment tout, la récidive est beaucoup moins importante que des exérèses subtotales, c'est-à-dire moins de 0,5 cm3 ou des exérèses partielles. Parce que le danger des traitements combinés, c'est que de plus en plus de gens se lancent à enlever une partie de la tumeur, à faire parfois des dégâts et à laisser trop de tumeurs qui est d'un volume trop important pour un traitement complémentaire. Puis bien sûr la fonction faciale, parce que, comme le montrait Olivier Sterckers, il y a des patients qui peuvent avoir une fonction faciale altérée en post-opératoire immédiat qui va récupérer, c'est peut-être pas le bon moment de traiter. Donc quand il y a des gens qui, et je vous dis selon un gradient en France, qui traitent immédiatement, donc ils font une exérèse programmée, ils traitent tout de suite. D'autres font à 6 ou à 12 mois. Et puis l'attitude qu'on a finalement, nous, c'est plutôt de surveiller. Parce que, quand les quelques études qui ont montré les reliquats tumoraux, l'évolutivité, c'est 0,3 mm par an. Donc franchement, je pense que les schwannomes, les paragangliomes, on a compris que c'est des tumeurs d'évolution quand même très lente et on a toujours le temps de se décider à un traitement. Et quand on prend des séries, il y a 10 à 15% des patients qui sont finalement traités à 5 ans. Et comment? Pour ces tumeurs très petites, quand même, le Gamma Knife a une place très importante car c'est une thérapie ciblée, on va dire par rayon, et on peut vraiment délimiter précisément des très petits volumes tumoraux de quelques millimètres.
et pouvoir avoir un traitement très focalisé. Donc voilà, vous voyez les critères qui ne sont pas encore très clairs des traitements complémentaires de la chirurgie, et je pense que c'est aussi un domaine qui évolue puisque c'est des questions finalement nouvelles. Voilà, donc y a-t-il des questions sur la présentation d'Olivier Sterckers ou pour conclure sur les tumeurs neurogénétiques de la base du crâne? Alors tout est clair. Peut-être vous voulez... Moi, il me reste une interrogation. C'est que la NF2, c'est la mutation d'un gène qui fait plusieurs tumeurs. Les paragangliomes, c'est la mutation de plusieurs mutations, mais qui vont faire qu'une seule tumeur. Et les tumeurs du sac endolymphatique, il y a une mutation qu'on peut retrouver dans les formes sporadiques. Alors, et si on prend dans l'inverse, dans les sacs endolymphatiques et les Van Lipton-Ludo, il y a des formes malignes fréquentes, les paragangliomes des formes malignes rares, et dans les NF2, ça n'existe pas. Je me retourne un peu vers les généticiens. Est-ce qu'ils peuvent m'expliquer cette espèce de mosaïque? Pardonne-moi, j'ai loupé un truc sur ce que tu as dit sur les formes malignes, parce que dans le VHL, il n'y a pas de forme maligne. C'est très rare. Les cancers du rein. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était... Parce que les cancers du rein, non, on bien a sûr, un patient mais... en coma, c'est tout bête. Pardon, excuse-moi. Non, je pensais que c'était ciblé sur les paragangliomes. Non, bien sûr. Alors, pour le VHL, si je peux répondre, puisque j'ai le micro, donc ce qu'on sait pour VHL, c'est que les deux mutations du gène VHL vont permettre la mise en place de vaisseaux, donc d'une vascularisation non tumorale, et de tumeurs bénignes qui sont les hémangioblastos ou les tumeurs du sac endolymphatique. Pour passer au cancer du rein, qui est un vrai cancer, une tumeur maligne, il faut une autre mutation dans un autre gène qui n'a pas encore été trouvé. On ne sait pas si c'est un oncogène qui doit être stimulé ou au contraire un autre gène suppresseur qui a besoin d'être inhibé. Mais il faut une étape supplémentaire, effectivement. Pour le VHL, c'est assez simple quelque part. Pour les autres, je ne sais pas. Pour la NF2, c'est vrai que les tumeurs malignes sont rares, exceptionnelles, hein, donc, sauf souvent rapportées après radiothérapie. Mais quand même, le gène de la NF2, il est muté dans 60% des méningiomes. Et quand on regarde les méningiomes les plus agressifs, les méningiomes anaplasiques, c'est quand même la majorité de ces méningiomes qui sont mutés par le gène NF2. Après le gène NF2, surviennent d'autres événements qui interviennent dans la progression, hein, notamment la mutation des lésions de P16 et d'autres qu'on essaye avec Michel d'identifier. Mais voilà. Mais c'est vrai que dans la NF2, les méningiomes les méningiomes malins sont rares, plus rares qu'attendus. Ouais. Non. Enfin, ça représente un tiers des méningiomes resséqués, mais en fin de compte, on en ressèque très peu. Donc, si on prend l'ensemble, c'est assez rare. Et ceux qui sont analysés, c'est pas si rare. Si on sélectionne les méningiomes qui grossissent avec un œdème, les grades 2 sont assez fréquents. Les grades 2, ouais. Grade 2 et grade 3, c'est très rare. Vous parlez en technicien, mais les grades 2, c'est malignité intermédiaire. Grade 3, c'est vraiment pas bon. Oui, à la Pitié, nous avons vu en urologie d'assez nombreux cancers du rein dans le cadre de la maladie de von Hippel-Lindau. Pour certains, la maladie était déjà connue, mais pour d'autres, la tumeur rénale était révélatrice. Donc, quand il n'y avait pas de symptômes autres qu'urologiques, on ne les envoyait pas systématiquement faire un bilan neurologique, otorino ou ophtalmologique. Et on peut penser d'ailleurs que c'était au siècle dernier, il y avait, pour les premiers, il n'y avait pas d'IRM, voire même pas de scanner. On n'aurait pas pu diagnostiquer les petites tumeurs asymptomatiques. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Alors la question est, quand on découvre une maladie de von Hippel-Lindau par le cancer du rein, y a-t-il lieu de faire un bilan systématique encéphalique de la base du crâne, ophtalmo, otorino? Merci. C'est vrai que les premiers patients dont je m'occupais ont été opérés par François Richard. Et c'est... Non, parce que oui, donc, à la consultation qu'on a au Centre Prédire, toutes les semaines, on reçoit des patients adressés par les urologues de toute la France, de tout Paris.
Mais ils nous envoient des patients avec des cancers du rein d'allure sporadique, donc un cancer du rein isolé mais jeune, en pratique avant 45 ans. Et donc chez ces patients-là, on recherche systématiquement une maladie de VHL, mais on ne la trouve que dans 2% des cas. Donc ça, ce sont des patients qui n'ont pas de maladie de VHL. Par contre, maintenant, dans une famille, quelqu'un qui serait porteur du gène hérité de son père ou de sa mère et qui va avoir un cancer du rein en premier, c'est possible, mais il aura forcément d'autres lésions. C'est exceptionnel qu'on n'ait qu'un cancer du rein quand on a la maladie. On a dans 80% des cas une multikystose pancréatique, qui est souvent le signe le plus précoce. On a des hémangioblastomes de la rétine, du cervelet. Et les tumeurs du sac sont rarissimes. Je connais 40 patients sur plus de 1200 patients qu'on suit actuellement. Donc c'est rarissime. Et la question des patients, parce que Jérôme Neveu a parlé devant les patients il n'y a pas longtemps, c'était est-ce qu'une simple IRM encéphalique permet de dépister ou pas les tumeurs du sac? Et donc je renvoie la balle de l'autre côté de la salle, s'il veut bien répondre. Mais pour le cancer du rein, vous avez raison, il y a des patients qui ont été découverts devant un cancer du rein, effectivement. Oui, oui. Et je pensais que Jérôme allait répondre pour l'IRM. Bon, mais pour le cancer du rein, maintenant, c'est la radiofréquence, le traitement de choix. Non, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Au-delà dans l'ensemble de ces maladies, ça amène tout de même elles ont des formes sporadiques qui sont assez différentes. Parce que si on regarde les schwannomes vestibulaires, qui sont maintenant diagnostiqués fréquemment grâce aux IRM, vu que la population médicale est éduquée à faire une IRM dès qu'il y a un problème unilatéral d'acouphène, de surdité, de trouble de l'équilibre, il est clair que on a fait chercher chez les patients de moins de 30 ans, est-ce qu'il y avait des signes de neurofibromatose de type 2 ? Jamais. Donc en fait, même si c'est une tumeur isolée, c'est pas la peine d'aller rechercher plus. L'IRM, le fait de ne pas voir qu'on peut faire une IRM médulaire, mais on n'a jamais trouvé d'autres tumeurs quand c'est isolé, même chez des enfants. Les jeunes enfants qu'on a opérés avec un schwannome vestibulaire sont de 10 ou 11 ans. En revanche, aujourd'hui, se pose la question de la survenue d'un autre schwannome vestibulaire, comme appellent les Anglais, by chance, par hasard, au cours de la vie. Et c'est quelque chose qu'on avait suspecté il y a quelques années, parce qu'on avait un certain nombre de neurinomes bilatéraux, mais au-delà de 70 ans. Donc c'est pas très bien en faire, ils étaient un peu différents. Et là, il a été clairement démontré qu'on peut faire, durant sa vie, 2 fois la mutation à un endroit donné, c'est-à-dire d'un côté, et puis 15 ans ou 20 ans de l'autre côté, et voir apparaître un deuxième. Et là, on en est sûr, parce que c'est des patients qu'on a opérés, à l'époque de bonnes IRM, donc à partir des années 2000, 95-2000, et 20 ans après, on voit survenir un autre neurinome de l'autre côté. Et la preuve génétique a été faite à Manchester, dont a parlé Michel Calamarides, où l'étude a été faite sur les 2 tumeurs, et on a trouvé 2 mutations différentes. Donc ça existe, ça pose d'ailleurs un vrai problème de la prise en charge. C'est sûrement très rare. Moi, j'en ai, dans les cas récents, 3 cas alors qu'on voit 300 nouveaux cas par an. Donc, c'est-à-dire que sur 10 ans, on doit avoir 3000, on a vu 5000 cas. Et j'en ai observé 3 cas, mais ça interpelle. Les généticiens appellent ça une phénocopie. Ça s'appelle une phénocopie quand on a une tumeur bilatérale qui peut singer une maladie héréditaire et qui n'en est pas une, que c'est une coïncidence. Donc il y a certaines maladies pour lesquelles c'est assez fréquent. Par exemple, le cancer du sein héréditaire, c'est tellement fréquent le cancer du sein que dans une famille à cancer du sein héréditaire, on peut aussi avoir des cancers du sein qui ne sont pas héréditaires. Et ça pose un tas de problèmes diagnostiques. Voilà, bien, merci. Je crois qu'on a une séance que je qualifierais de très pointue sur des sujets qui ne nous sont pas très familiers, il faut bien le dire, mais qui ont été remarquablement traités. Donc merci aux modérateurs, merci aux orateurs, merci aux commentateurs pour cette très belle séance.